Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire de Safi, une ville dont on connaît souvent, surtout la période portugaise. Oui, Mais on va voir que son histoire est bien plus ancienne et complexe. On va essayer de dépasser cette vision un peu limitée. absolument, c'est essentiel. L'histoire de Safi, elle commence bien avant les Portugais. Il faut remonter, oui, au moins au milieu du XIe siècle. Avant les Almoravides même. Oui, avant même les Almoravides. Et ce qui est fascinant, c'est que Safi était déjà là, comme port atlantique, un port important. D'accord. Alors commençons par là, justement. Pour bien comprendre Safi, il faut peut-être se défaire de cette obsession portugaise. C'est ça. C'est un peu ça, oui. Il faut élargir la perspective. Quelles sont les toutes premières traces, les premières mentions de Safi? Dans quel contexte elle apparaît? Alors, les premières mentions écrites fiables, on les trouve chez des géographes arabes comme Al-Bakri, au milieu du XIe siècle donc. D'accord. Il décrit Safi comme un port. À cette époque, la ville se trouve à la limite du territoire des Bargawata. Les Bargawata? Oui, c'était une grande confédération de tribus berbères qui contrôlait une bonne partie de la côte atlantique entre le Bourg-et-Greg et le Tensift pendant plusieurs siècles. Une histoire assez particulière d'ailleurs. C'est intéressant ça. Les noms anciens et les territoires, on oublie parfois ces histoires locales profondes. Tout à fait. Et ça me fait penser à la question des noms de lieux au Maroc. Parfois, on a cru que des noms comme Fedala, l'ancien nom de Mohamedia, ou Mogador pour Essaouira, étaient coloniaux. Ah oui? Amogdoul, par exemple, en amazigh pour Mogador. La décolonisation a parfois, par méconnaissance, effacé des noms bien marocains. C'est un peu paradoxal. C'est fou ça. Mais bon, revenons à notre Safi du XIe siècle. Son importance initiale, elle vient de quoi? De sa fonction de port, bien sûr. C'était déjà une escale pour la navigation le long de la côte, vers Al-Andalus. Déjà connecté à l'Andalousie. Oui, Al-Bakri parle de Forda à Safi, la rade de Safi, comme une étape de cabotage. C'était avant même la création de Marrakech. D'accord. Et alors comment Safi prend vraiment son envol? Quel est le déclic? Le lien avec Marrakech, j'imagine? C'est exactement ça. Le grand tournant, c'est l'arrivée des Almoravides et la fondation de Marrakech, vers 1070. Pourquoi? Avant, la capitale régionale, c'était Armat, plus dans les terres. Et son port, c'était Aghouz, qui est plus au sud que Safi. Ah d'accord. Quand les Almoravides créent Marrakech, plus au nord et plus près de la côte, ils ont besoin d'un nouveau port principal. Et géographiquement, Safi est le candidat idéal. C'est un décalage vers le nord, en quelque sorte. Logique. Safi devient le port de Marrakech. Exactement. Le débouché maritime naturel de la nouvelle grande capitale impériale. Et ensuite arrivent les Almohades au XIIe siècle. Eux, on sait qu'ils avaient une vraie politique tournée vers l'Atlantique, non? Avec Rabat, Larache. Oui, tout à fait. Une politique atlantique très marquée. Quel impact ça a sur Safi? Un impact énorme. Safi se développe considérablement sous les Almohades. Mais l'élément vraiment structurant de cette période, c'est la fondation du Riba, par Abou Mohamed Saleh. Le riba, qu'est-ce que c'est exactement? Un riba à cette époque plus qu'un fort? Ah oui, bien plus. C'est un concept assez riche. Ça peut être un fortin militaire sur une frontière, oui, mais c'est aussi, et souvent surtout, un lieu de retraite spirituelle, un centre d'enseignement, une base pour le djihad au sens large, y compris le combat spirituel. C'est un complexe multifonctionnel. Et ce Abou Mohamed Saleh, qui était-il? C'était une figure spirituelle majeure de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, originaire de la région même de Safi. Il a beaucoup voyagé, notamment en Orient, à Alexandrie, où il aurait même enseigné, puis il est revenu s'installer à Safi. Et il marque la ville durablement, visiblement. Énormément, par deux fondations principales. Lesquelles? D'abord, sa zaouia. C'est son centre spirituel, son école. Certains historiens pensent que c'est l'un des tout premiers ordres soufis vraiment structurés au Maroc. Ah oui, avec des rituels spécifiques, hein? Oui, on retrouve déjà des choses qui vont devenir classiques. L'usage du chapet, le port d'une bure rapiacée, la muraka, comme symbole de pauvreté, le crâne rasé. D'accord. On parle même d'une sorte de confession journalière. Et puis le dhikr, ces récitations rythmées, souvent en langue amazigh d'ailleurs, qui ont pu influencer certaines formes de musique religieuse. Fascinant. Et la deuxième fondation? C'est la taïfa des pèlerins, une organisation incroyable pour l'époque. Abou Mohamed Saleh a mis sur pied un système pour organiser le pèlerinage à la Mecque par voie maritime. Par la mer? Pourquoi? C'était jugé plus sûr que la voie terrestre, souvent périlleuse. C'était très structuré. Apparemment, pour y entrer, il fallait déjà avoir fait le Hajjij 2 fois à pied,
une sorte de gage de sérieux. Ah oui, quand même. Et il a créé tout un réseau de relais, de succursales en quelque sorte, de Safi jusqu'à Alexandrie et même au-delà pour aider les pèlerins. Logement, protection, soutien logistique. Ça a dû donner une renommée immense à Safi. Exactement. Une dimension pan-islamique. Mais attention, ce n'était pas qu'une affaire de religion. Ah, Non, cette route maritime était aussi une voie d'échanges culturels et surtout commerciaux. Les pèlerins, pour financer leur long voyage, transportaient des marchandises. il faisait du commerce en chemin? Oui, ils achetaient et vendaient à chaque étape. Des textiles d'Égypte, des soieries de Syrie, des produits artisanaux. Du coup, Safi devient une plaque tournante, pas seulement pour les gens, mais aussi pour les marchandises venues d'Orient. D'accord, je vois. Donc Safi, c'est bien plus que le port de Marrakech. C'est un vrai hub international en fait. Voilà. C'est un carrefour où tout converge. Vous avez cet axe est-ouest, avec les produits d'Orient via la route du pèlerinage. Oui. Vous avez l'axe nord-sud maritime, avec Al-Andalus, Cadix notamment. Mhm. Et puis il y a un axe nord-sud terrestre, qui est fondamental, la route qui relie Safi au Toit, dans le Sahara, Le toit? pour le commerce transsaharien. Exactement. Le Toit était une plaque tournante pour l'or qui arrivait du Soudan occidental, l'actuel Mali en gros. Et on a des preuves. Des archives de Gênes montrent que dès 1236, des marchands génois sont à Safi. Pourquoi? Ils le disent pour l'or du Toit. Incroyable! Des Génois à Safi au XIIIe siècle. Oui, et cette route connectait aussi des communautés juives très actives dans ce commerce, à la fois à Safi et dans les oasis du Toit. Et bien sûr, il y avait des liens avec d'autres ports méditerranéens, Gênes, Pise, peut-être même Marseille. Et ces routes terrestres, comme Safi-Touat, comment ça fonctionnait? C'était juste des pistes dans le désert? Principalement des pistes, oui, mais pas laissées à l'abandon. Elles étaient jalonnées de points d'étape, les nzala, Des relais. c'est ça, des sortes de caravanserail où on trouvait de l'eau, du fourrage pour les bêtes, un abri pour la nuit, une certaine sécurité, et on pouvait même parfois changer de monture. C'était organisé. Et la fameuse histoire de la roue, on dit souvent qu'on ne l'utilisait pas au Maroc médiéval. Ah, le mythe de la roue. C'est une simplification, vraiment. La roue était connue, bien sûr, on l'utilisait pour les norias, les moulins, pour tirer de lourdes charges sur de courtes distances. Alors pourquoi pas de charrette? Pour le transport longue distance, dans ce climat semi-aride, avec le relief, le dromadaire était beaucoup plus efficace, plus économique. Il passe partout, demande peu d'eau, alors qu'une charrette aurait nécessité des routes larges, entretenues, des ponts solides partout. C'était une question d'adaptation au milieu, pas d'ignorance technologique. D'accord, c'est plus clair. D'ailleurs, il y avait des ponts importants, et sous les Almohades, il y avait même des inspecteurs des routes, un peu comme les missi dominici de Charlemagne, qui vérifiaient l'état des infrastructures. Passionnant. Revenons à la ville elle-même. À son apogée, disons sous les Mérinides, au XIVe siècle, ça ressemblait à quoi, Safi? Est-ce qu'on a une idée de sa taille, de sa population? C'est toujours difficile d'avoir des chiffres précis pour le Moyen Âge, mais on a des indices. Par exemple, la Grande Mosquée. Oui, Le grand intellectuel andalou Ibn al-Khatib, qui visite Safi vers 1360, l'a décrit comme très vaste. Il parle de plusieurs cours, signe qu'elle a été agrandie plusieurs fois. Pourquoi? Probablement parce que la population augmentait. Il note même que le premier mihrab, le plus ancien, avait été conservé lors des agrandissements, par respect. c'est un bon indicateur, effectivement. Oui. Et de manière générale, certains historiens pensent que le taux d'urbanisation au Maroc à cette époque était peut-être même plus élevé qu'il ne le sera bien plus tard, au XIXe siècle par exemple. Vraiment intéressant. Et qu'est-ce qui faisait une grande ville comme Safi à cette époque? Quelles étaient les institutions clés? Alors, plusieurs choses. D'abord, des fortifications solides. On sait que la muraille almohade de Safi était beaucoup plus grande que ce qu'on voit aujourd'hui de l'ancienne Portugaise. Elle englobait les collines autour, c'était stratégique. Logique. Ensuite, Le commerce florissant, bien sûr, on en a parlé, la culture et l'éducation. Ibn al-Khatib mentionne une madrasa mérénide à Safi, donc une école supérieure. une université en quelque sorte? Oui, un centre d'études islamiques. Et puis, la santé. Il atteste l'existence d'un bimaristan. Un hôpital? Exactement. Le mot vient du persan. À l'époque, c'était un véritable hôpital, souvent bien organisé. Plus tard, le terme a un peu dégénéré en maristan, désignant parfois un asile, mais à l'origine, c'était une institution de soins médicaux. Impressionnant. Et enfin, signe de prospérité, il y avait une kaisaria.
C'est-à-dire? Un marché couvert, souvent fortifié, réservé aux produits de luxe. Les soieries, les bijoux, les parfums, c'était contrôlé par le pouvoir, ça rapportait beaucoup de taxes. Et c'était aussi un lieu de rencontre pour l'élite, les riches marchands, les lettrés. Ça donne l'image d'une ville très structurée, très dynamique. Mais la vie, c'était que du sérieux, tendu, pas d'anecdotes un peu plus légères. Ah si, il y a une histoire amusante rapportée par un descendant d'Abou Mohamed Saleh lui-même. Un jour, un notable très riche de la région des Doukhalain vient voir le saint et lui donne une grosse somme d'argent. Peut-être pour se racheter une conscience, qui sait? Le lendemain matin, très tôt, Abou Mohamed Saleh dit à son serviteur: «Prends cet argent et donne-le au premier homme que tu croiseras en sortant.» Le serviteur sort, et sur qui il tombe? Un homme qui sortait tout juste d'une taverne, ou peut-être d'un couvent chrétien où l'on vendait du vin, les récits varient. Incroyable. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben, au-delà de la leçon de morale sur l'argent, ça suggère plein de choses. Qu'il y avait une vie sociale, peut-être une communauté chrétienne encore présente, que le vin circulait, rappelons que la région était connue pour ses vignes. Ça rend la ville plus vivante, non? Oui, tout à fait. Bon, alors, arrivons à cette fameuse période portugaise, début XVIe siècle. Juste avant qu'il n'arrive, sa fille était dans quel état? C'est une période un peu trouble en fait. D'un côté, il y a des signes d'une volonté d'autonomie locale. On parle d'un descendant d'Abou Mohamed Saleh qui se serait proclamé Amir, prince de Safi. Ah oui, Et plus concret, on a retrouvé des dinars d'or frappés à Safi, datant de la fin du XIVe ou début XVe. Ça suggère une certaine indépendance économique et politique. La ville était sans doute gérée par une jama'a, un conseil de notables locaux. mais vous disiez trouble. Oui, parce qu'en même temps, il y avait de fortes rivalités internes, surtout entre deux grandes familles, les Oulad Amran d'origine locale et les Ibn Faroun d'origine andalouse. Et les Portugais, même avant d'occuper la ville, jouaient déjà sur ces divisions. Leur influence commerciale grandissante exacerbait les tensions. Il préparait le terrain en quelque sorte. On peut dire ça. Ça a mené à des violences, comme l'assassinat d'un chef de clan en pleine mosquée. C'est dans ce contexte qu'émerge un personnage clé, Yahya Outa Fouf, Qui est-ce? un chef local puissant qui va finir par collaborer avec les Portugais. Non pas par pure soumission, mais pour utiliser leur appui afin d'asseoir son propre pouvoir sur toute la région. Un jeu politique complexe. Et donc, l'occupation portugaise elle-même, de 1508 à 1541, comment ça se passe? Quelle était leur vision pour sa fille? Ils s'installent un peu par la ruse. Ils obtiennent l'autorisation de construire un entrepôt, une factory, mais en réalité, ils bâtissent une forteresse, le Borge, qu'on voit encore. Le Borge Dar el Baroud. C'est ça. Pour le Portugal, Safi, c'était stratégique. C'était vu comme la clé pour prendre Marrakech. Ils ont essayé d'ailleurs, mais sans succès. Et c'était aussi un maillon essentiel sur la route maritime vers la Guinée, vers l'or et les esclaves. D'accord. Et économiquement, sous les Portugais? L'économie locale change. Safi devient un centre de production de textiles assez grossier, les haïques, pour habiller les soldats portugais, assez loin des produits de luxe d'avant. Leur motivation était double. Économique, contrôler la route atlantique, et idéologique, continuer la reconquista en Afrique. Et comment ça se termine, cette occupation? C'est l'arrivée des Saadiens qui change la donne. Exactement. Les Saadiens, venus du Sud, basent leur légitimité sur la guerre sainte, le djihad contre les Portugais. Ça leur donne un avantage énorme sur les Ouattacides de Fès, qui semblaient plus passifs. Et donc? Le tournant, c'est la chute d'Agadir, Santa Cruz pour les Portugais, en 1541. C'est un choc terrible pour eux. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus tenir toute leur place forte sur la côte. Ils se replient? Oui, ils décident d'évacuer Safi la même année, en 1541. Les Saadiens, qui montaient du Souss par le Tizinet Est, entrent dans la ville quasiment sans combat contre les Portugais qui partaient. D'accord. Et sous les Saadiens, quel nouveau rôle pour sa fille? Safi change encore de statut. Elle perd peut-être un peu de son importance commerciale directe, mais elle gagne une nouvelle fonction. Elle devient un port diplomatique majeur. C'est-à-dire? Même scandinave. Les ambassades qui vont à la cour saadienne, à Marrakech, passent souvent par Safi. Pourquoi ce rôle? C'est lié au commerce, bien sûr, mais aussi à la position géopolitique du Maroc saadien. Les Saadiens, surtout le célèbre Ahmed al-Mansour, jouent très habilement de la rivalité entre l'Espagne et l'Empire ottoman pour préserver leur indépendance. Et sa fille est au cœur de ces jeux diplomatiques et commerciaux? Exactement. C'est un lieu d'échange intense, y compris pour le commerce des armes, souvent facilité par les réseaux de la communauté juive séfarade, très influente, notamment celle d'Amsterdam, qui a des liens forts avec Safi.
Pourtant, après cette période faste sous les Saadiens, on a l'impression que Safi entre dans une phase de déclin relatif, non? Pourquoi? Oui, à partir du XVIIIe siècle surtout, plusieurs facteurs jouent contre Safi. D'abord, la concurrence. La concurrence, oui. Ouais. Plus au sud, le sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah mise tout sur Essaouira, Mogador. Il la crée quasiment de toutes pièces et elle est mieux placée pour les nouvelles routes commerciales vers le Sénégal. Ah, d'accord. Et au nord, El Jadida, l'ancienne Mazagan portugaise, se développe aussi. Elle a un arrière-pays agricole très riche, la Chaouia. Safi se retrouve un peu prise en étau. Il y a d'autres raisons? Oui, il y a eu des catastrophes naturelles. De terribles épidémies de peste ont frappé la ville. Et aussi des inondations dévastatrices causées par l'Oud Shaba qui traverse la ville. D'accord. Et politiquement? Politiquement, Marrakech perd progressivement son rôle de capitale impériale unique et permanente. Et quand Marrakech décline en importance stratégique, son port attitré Safi en souffre aussi. Elle se retrouve marginalisée, en somme. Un peu, oui. Entre Essaouira qui monte au sud et El Jadida au nord. Mais attention, ça ne veut pas dire que la ville meurt en boule rond. Non. Non, elle garde une vitalité. Il y a une anecdote intéressante, plus tardive, du XVIIIe ou XIXe siècle. Les chefs des corporations de la ville, les marins, les potiers en tête, se liguent contre un gouverneur qu'ils jugent injuste. Et alors? Ils protestent auprès du sultan, n'obtiennent pas satisfaction et finissent pour le chasser eux-mêmes. Ça montre qu'il restait une forte conscience civique, une capacité d'action collective. C'est incroyable. Quel parcours quand on y pense. D'un port presque oublié des origines à un centre spirituel et commercial rayonnant, une cité presque indépendante, puis une pièce maîtresse portugaise, une capitale diplomatique, pour finir par un certain retrait. C'est ça. On voit bien que l'histoire de Safi est tellement plus riche que juste la parenthèse portugaise. Finalement, qu'est-ce que toute cette histoire nous apprend? Elle nous apprend à quel point une ville comme Safi est un concentré de l'histoire marocaine. On y lit les changements de pouvoir, les flux économiques, l'importance de la géographie, cette ouverture sur l'Atlantique, le rôle de la religion et du social, les interactions constantes avec l'Europe, l'Afrique subsaharienne, l'Orient. C'est un miroir fascinant. Oui, un miroir des complexités et des adaptations constantes du Maroc. Exactement. Et ça soulève une question pour aujourd'hui, non? Laquelle? Quand on voit cette longue histoire de résilience, cette capacité à connecter la mer et l'intérieur, à être un lieu de brassage, d'innovation même, qu'est-ce que Safi peut faire de cet héritage aujourd'hui? Hmm, Dans notre monde actuel, qui valorise à la fois l'ancrage local, l'histoire unique et les positions stratégiques ouvertes sur le monde, comment cette ville au passé si dense peut-elle imaginer son avenir? C'est une question ouverte, je crois.